Cette conférence a pour objectif et a pour ambition de prendre un peu de recul sur le cadre réglementaire en se posant la question suivante. Est-ce que cet encadrement favorise-t-il le développement de l'économie circulaire et du recyclage? Et donc pour répondre à cette question et pour prendre du recul, je remercie mes intervenants qui sont présents aujourd'hui d'avoir gentiment accepté d'être ici. Et donc je vais leur laisser la parole pour se présenter en commençant par tout à droite avec Hugo Konzelman. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Hugo Konzelman, je suis responsable des affaires publiques et juridiques à l'Institut national de l'économie circulaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association, un think tank qui a été créé en 2013 et qui a vocation tout simplement à mettre sur le devant de la scène l'économie circulaire. Donc on fait un certain nombre de choses, des études qu'on essaye de faire pour qu'elles soient des références pour les acteurs du secteur et du plaidoyer. On porte un certain nombre de propositions auprès des pouvoirs publics pour qu'ils mettent un peu plus d'économie circulaire dans toute leur réglementation. Voilà. Bonjour à tous, donc Benjamin Denis, je suis responsable des affaires publiques pour le groupe Séché Environnement. Donc Séché Environnement, c'est une entreprise familiale et indépendante qui est spécialisée dans la gestion des déchets. Donc tout type de déchets, déchets non dangereux et déchets dangereux. Et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte, en passant par la valorisation matière, la valorisation énergétique et l'élimination. Bonjour à tous, Sophie Sicard, donc je suis directrice adjointe des affaires publiques et du développement durable du groupe PAPREC. Le groupe PAPREC, jeune entreprise de 30 ans qui fête son anniversaire, donc c'est son 30e anniversaire cette année. Nous sommes actifs donc sur 3 boucles de circularité. Le recyclage d'abord, qui est notre métier historique, donc sur tous les déchets non dangereux et en particulier sur les papiers cartons et les plastiques qui sont nos domaines d'excellence historiques. Deuxième boucle, la valorisation énergétique et enfin le retour à la terre avec la méthanisation et le compostage. Nous gérons 16 millions de tonnes de déchets par an et sommes présents en France et dans une douzaine de pays. Bonjour, Roland Marion, je suis directeur de l'économie circulaire à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a 2 missions principales, celle d'accompagner les politiques publiques en matière de transition écologique, et en particulier dans le domaine qui nous concerne sur le champ de l'économie circulaire. Donc le recyclage, bien sûr, la valorisation énergétique, mais tout ce qui tourne autour de la durée de vie. Et le deuxième métier, c'est celui de créer de l'ingénierie, de la connaissance sur les filières pour éclairer les politiques publiques, pour prendre des décisions éclairées de financement ou de nouvelles réglementations. Et on est accompagné pour ces métiers-là par un fonds économie circulaire qui a été doté dans les dernières années de 300 millions d'euros. Ce sera sans doute moins en 2025, donc il faudra trouver la manière dont il va falloir s'organiser pour continuer à accompagner efficacement les filières déchets et les filières économie circulaire. Merci beaucoup. Et donc moi c'est Thomas Viban, chargé de mission QSE et recyclage au sein de FEDEREC, donc la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage. Et donc mission, c'est chargé de mission QSE, donc pour notamment tous les aspects environnementaux et les aspects juridiques qui nous intéressent aujourd'hui. Donc la manière dont on va séquencer cette table ronde aujourd'hui, on va faire un premier état des lieux de l'industrie du recyclage en France, en s'intéressant au contexte social, aux bénéfices environnementaux du recyclage et au contexte normatif et législatif de cette industrie. Et ensuite, dans un second temps, nous allons faire une partie sur les perspectives et les propositions qui émergent et qui sont portées par les différents intervenants aujourd'hui. Donc, je vais commencer à prendre la parole sur cet état des lieux de l'industrie du recyclage en France en présentant le contexte social et les caractéristiques de la profession aujourd'hui pour bien comprendre dans quel contexte social cette industrie s'inscrit. Il faut savoir que ça représente aujourd'hui 34 500 emplois, dont 7% en intérim. Ce sont des emplois non délocalisables, au sens où la collecte est réalisée sur les territoires, sur un maillage territorial très fort. Donc on voit que sur le graphique que vous voyez en bas à gauche, il y a une concentration très forte sur les bassins industriels du coup historiques, avec en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les régions Hauts-de-France. Enfin, on peut voir aussi ce qui est très intéressant de noter, c'est que l'industrie du recyclage aujourd'hui, c'est 60% de TPE, PME, 24% de groupes nationaux et 16% de groupes régionaux. Donc ça montre aussi la diversité
des acteurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Et ça montre aussi que c'est 60% de TPE, PME, et on le verra aujourd'hui, qui doivent, comme toutes les entreprises, se mettre en conformité avec des réglementations qui changent de manière exponentielle. Et donc, c'est un des défis qui sera abordé dans cette table ronde. Donc, ensuite, l'état des lieux de recyclage, comme j'ai dit, on va aborder la question sous 3 points. Donc, la première, dans quelle mesure le recyclage contribue à la décarbonation et aux économies de ressources? Et sur cette question, je vais laisser la parole à M. Roland Marion, à ma droite. C'est une vraie question, la question de la relation entre l'économie circulaire et le CO2, ou globalement les émissions de gaz à effet de serre. Peut-être plus large d'ailleurs que la question simplement du recyclage. Quand on parle de CO2, en fait c'est assez facile, c'est mathématique et c'est des grandeurs physiques. On peut calculer notre empreinte CO2 à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un site, à l'échelle d'un territoire. On peut calculer la soutenabilité du CO2, combien il faudrait nous, individuellement, que dans notre consommation quotidienne, on soit en émission de CO2 ou d'équivalent CO2 pour être soutenable. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on émet individuellement dans notre consommation environ 10 tonnes de CO2 par an, il faudrait passer à 2. On peut le modéliser, on sait la part du transport, la part de l'alimentation, la part de la consommation. Et donc on peut agir. En matière d'économie circulaire, on n'a pas des indicateurs aussi francs, aussi simples qui nous permettent de dire je sais que je ne suis pas soutenable dans ma consommation, dans mon mode de vie, mais sur quel levier je peux agir? Et ça, je pense que c'est un vrai défi qu'on voudrait relever, nous, à l'ADEME, dans les prochaines années, de pouvoir donner un indicateur qui nous permet de dire la soutenabilité en matière de matières premières et donc d'économie circulaire. Voilà la cible, voilà où on est, voilà la cible, qu'on puisse la dupliquer à l'échelle d'un territoire, d'une industrie ou de la consommation individuelle. Alors, il y a des objets sur lesquels ce calcul-là est simple, en fait. Je prends l'exemple de l'incinération ou des unités de valorisation CSR. On prend un scénario contrefactuel, par exemple l'utilisation de charbon, l'utilisation de gaz. On sait que si on substitue du gaz par du combustible solide de récupération, à partir de 47-48% de part biogénique, on décarbone. Et ça, c'est modélisable et calculable, c'est facile à faire, tellement facile à faire en quelque sorte qu'il y a des économies de CO2 qui peuvent être intégrées dans les modèles économiques. C'est la partie la plus simple. Après, on a des parties un peu plus compliquées. Par exemple, si on s'intéresse à la collecte des biodéchets, qui sont en fait les principaux émetteurs dans les activités de traitement de déchets, en particulier dans les centres d'enfouissement technique ou les ISDND, si on les capte, il y a un scénario alternatif qui sera la méthanisation ou le compostage. On connaît très bien ces émissions-là, elles ne sont pas valorisées d'un point de vue économique, mais on peut se dire qu'une tonne de compostage qui va en méthanisation ou qui est en tous les cas extrait d'un centre d'enfouissement technique, on peut le modéliser facilement en CO2. Et après, on rentre dans une partie plus compliquée parce que jusqu'ici, on était dans ce qu'on appellerait en matière d'énergie et de CO2 le scope 1, c'est-à-dire les émissions sites. Donc on compare des émissions par rapport à un scénario. Quand on s'intéresse par exemple à la durée de vie, on a étudié ces sujets-là à l'ADEME. Si l'ensemble de vos équipements électriques et électroniques, le gros électroménager en particulier, vous le faisiez passer d'une durée de vie de 10 ans à 13 ans, et si tout le monde en France le faisait, on gagnerait 1,5 million de tonnes de CO2. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'on n'est plus sur le scope 1, c'est-à-dire le scope site, ce n'est pas des émissions sites, c'est des émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Ces émissions de CO2 épargnées, elles sont en particulier liées à la fabrication, souvent dans des pays étrangers fortement émetteurs de gaz à effet de serre parce qu'ils ont un mix énergétique qui n'est pas aussi vertueux que le nôtre, et au transport. Et cette partie-là, qui est cachée en quelque sorte dans tout le cycle productif, elle n'est pas valorisée. Et si on en vient à votre question du recyclage, on a la même analyse. On sait que la part de déchets recyclés et réintroduits dans des cycles industriels, aujourd'hui, en 2024 ou en 2023, ça correspond à environ 20 millions de tonnes de CO2 qui sont épargnées. Une tonne de plastique recyclé, c'est 2 tonnes de CO2 épargnées par rapport à du plastique vierge. C'est des proportions encore beaucoup plus importantes pour les métaux, les ferrailles. Mais on est de nouveau sur un scope
3, c'est-à-dire sur un scope où on ne sait pas identifier précisément sur le site d'où viennent ces émissions de CO2, en particulier d'où viennent les gains en gaz à effet de serre. Parce que c'est des émissions mondiales. Et en fait, la réalité, c'est que si on évite des émissions mondiales, on évite des émissions de gaz à effet de serre tout court. Et puisqu'on est sur une table ronde qui parle un petit peu quand même de réglementation et de l'avenir de ces sujets-là dans le cadre d'une réglementation un peu englobante, je pense que même si c'est un objet compliqué, qui aujourd'hui est peut-être un peu décrié, la CSRD européenne, qui dit aux grands industriels, vous devez montrer la réalité de vos impacts environnementaux, de votre activité, et la réalité des impacts environnementaux de votre activité dans vos projections de développement futur, et donc y compris sur ce scope 3, c'est-à-dire y compris sur les émissions réelles produites à l'autre bout de la planète, c'est quelque chose qui va sans doute mettre l'ensemble des acteurs industriels devant la responsabilité qu'ils portent au nom de l'ensemble de la chaîne de valeur, et devoir exposer ces responsabilités, c'est en réalité quelque part devoir aussi derrière s'engager à limiter ces impacts environnementaux et donc valoriser, en modifiant le modèle de production, valoriser la manière dont ils pourraient économiser les tonnes de CO2 autre part dans le monde, donc pour le dire plus simplement en scope 3. Et on est au début de cette histoire-là. Elle va forcément prendre du temps, elle va forcément rencontrer des accroches, mais à un moment donné, on aura la réalité des faits et les industriels vont pouvoir entrer dans ce mixte global, et je pense que c'est un sujet qui sera bénéfique sur l'ensemble des champs d'économie circulaire, durée de vie, CSR, incinération, mais aussi évidemment recyclage. Et merci beaucoup pour tous ces éléments. C'est vrai qu'on comprend que le réemploi, la réutilisation, le recyclage a sa part à jouer, en tout cas dans ces enjeux de décarbonation et d'économie des ressources. Mais cette industrie s'inscrit dans un contexte économique. Et pour du coup répondre à la question dans quel contexte économique s'inscrit cette industrie, je vais laisser la parole à Madame Sophie Sicard. Je pense que déjà, si on doit reparler du contexte économique, il faut se replacer un tout petit peu plus dans le long terme et se dire qu'on sort actuellement d'une phase qui était un peu exceptionnelle pour notre industrie et pour l'économie circulaire, qui est une forme un peu d'euphorie qu'on a eue sur les 4-5 dernières années, avec notamment le Green Deal, où il y a eu une forme d'engouement et avec énormément d'investissements qui ont été portés chez nous, dans notre industrie, mais aussi dans les industries de production européenne. Et que aujourd'hui, face aux crises, à la fois qu'on connaît bien, de l'énergie, les crises géopolitiques et la crise économique en Europe, on revient un peu plus à une situation avant cette bulle. Globalement, aujourd'hui, si je me positionne en 2024 et bientôt 2025, on souffre au niveau de l'industrie du recyclage de ce contexte général qui affecte toute l'économie européenne et qui va venir pénaliser la demande en matières premières issues du recyclage, qui pénalise notre activité. Ça, c'est le premier facteur. J'ai envie de dire, on est logé à la même enseigne que tout le monde. On a l'inflation, on a les coûts de l'énergie, etc. Le deuxième facteur qui est en partie commun avec le reste de l'économie européenne, mais qui est démultiplié pour nous, c'est la crise de surproduction mondiale, et notamment la crise de surproduction en Asie, puisque que ce soit au niveau des métaux, au niveau des plastiques, mais aussi au niveau des textiles, on voit bien qu'on a cette panne de la croissance chinoise et en même temps un outil industriel hyper puissant qui n'a plus d'autre débouché que l'export. Donc en termes de matière vierge, nous on se retrouve avec une concurrence encore plus féroce que celle à laquelle on était normalement habitué.
Donc je citais tout à l'heure les plastiques, ça on le connaît bien. Aujourd'hui, on a des plastiques vierges qui arrivent sur le marché européen à moitié prix par rapport au recyclé, mais c'est aussi le textile avec le fameux modèle Shein, donc de vêtements neufs à très bas coût qui remet en question le modèle de la circularité, du réemploi en France et en Europe. Pareil sur les métaux. Aujourd'hui, 27% de l'acier européen, c'est des billettes en provenance de Chine, à ultra bas coût. Donc, on voit que l'investissement se maintient. Il s'est maintenu en 2023. Il faudra voir les chiffres de 2024, mais nous, on n'anticipe pas du tout les mêmes chiffres pour 2024, plutôt un tassement, plutôt une très nette décrue. Et dans l'industrie du recyclage, mais aussi, et les annonces se sont quand même multipliées dans la presse ces jours derniers, sur les industries de pointe les plus innovantes, je pense au recyclage chimique. Donc on a quand même deux très gros projets qui ont été mis en pause. Donc c'est celui de Loop Industries et de Eastman sur le recyclage chimique du PET. Et puis pareil, dans l'acier, côté producteur, on a ArcelorMittal qui met le pied sur le frein. Donc clairement, un contexte global qui est plutôt morose, pas que pour l'industrie du recyclage, mais particulièrement pour l'industrie du recyclage. Merci beaucoup Sophie pour tous ces éléments. C'est vrai que ce contexte économique, il impacte l'ensemble de l'industrie et donc l'industrie du recyclage. Mais c'est vrai que l'industrie du recyclage, elle a une particularité, c'est qu'elle gère des déchets et ces déchets sont soumis à une réglementation particulière qui est différente de celle des produits. Et donc pour introduire véritablement le cœur de cette conférence et se poser la question de quel regard on porte sur les politiques publiques qui encadrent les activités du recyclage. Je vais laisser la parole à Benjamin Denis qui va introduire ce sujet et ensuite j'invite l'ensemble des intervenants à réagir aux besoins. Oui, alors c'est vrai que le secteur des déchets et de l'économie circulaire et du recyclage est un secteur qui est très réglementé. Il est réglementé parce qu'on gère des déchets et qu'un déchet il peut avoir des impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. C'est pour ça qu'on a toute une réglementation qui vient se mettre en œuvre sur la façon dont on peut les collecter, la façon dont on peut les traiter, la façon dont on peut les transporter, dans quel type d'installation on peut aussi les traiter. On a des objectifs très ambitieux aussi qui sont fixés à la gestion des déchets, notamment à la gestion des déchets non dangereux, des objectifs de recyclage, de valorisation matière, de valorisation énergétique, de baisse de l'élimination en stockage. Mais moi je dirais que cette réglementation aujourd'hui elle est favorable pour nos métiers et elle permet d'aller vers plus de recyclage. Elle permet d'aller vers plus de recyclage parce que aujourd'hui, les industriels qui mettent sur le marché des produits commencent à avoir des obligations d'incorporation de matières recyclées dans les produits et donc commencent à être obligés à utiliser des matières recyclées. Les grands industriels ont aussi des objectifs de décarbonation, donc scope 1, scope 2, scope 3, et donc ça les oriente aussi plus facilement vers des solutions d'aller vers des matières recyclées qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre par rapport à des matières vierges. Et puis on a un cadre réglementaire qui est lié à la sortie du statut de déchet, donc qui permet en France et en Europe à un déchet de redevenir un produit s'il respecte certaines conditions. Et on a un cadre réglementaire qui est aujourd'hui, en tout cas en France, assez exigeant sur la qualité des déchets qu'on va pouvoir utiliser pour faire une sortie du statut de déchet, sur les procédés qu'on va pouvoir utiliser et sur la qualité des matières qu'on va pouvoir remettre sur le marché. Et ce niveau d'exigence, pour moi, il est un booster de l'économie circulaire parce qu'il permet d'avoir des matières recyclées qui sont de qualité. C'est-à-dire des matières recyclées qui vont être exemptes de polluants. On va retirer les polluants à un moment des boucles d'économie circulaire. Et donc ça permet aux producteurs du déchet, à l'industriel de la gestion des déchets et après à l'utilisateur de la matière recyclée d'avoir une confiance
dans l'ensemble du cycle de production de ces matières recyclées. Je vais vous prendre 2 exemples de sortie du statut de déchets qu'on fait chez Séché Environnement, alors qu'ils sont un peu spécifiques parce que c'est sur des déchets dangereux. Le premier, c'est la régénération des solvants. Aujourd'hui, on va prendre des solvants qui sont souillés par des polluants du fait de cycles de production chimique. Et on est capable de les régénérer pour les redonner à l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique pour qu'ils puissent les réutiliser dans ces boucles de production. Et aujourd'hui, un solvant régénéré, c'est en moyenne 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'un solvant vierge qui vient souvent en plus d'Asie du Sud-Est. Donc c'est bon pour l'économie circulaire, c'est bon pour le climat et c'est bon pour la souveraineté économique. La deuxième boucle d'économie circulaire, c'est sur des déchets qui sont bromés, des saumures bromées qui sont issues de l'industrie chimique également. On va être capable d'aller sortir les polluants pour aller récupérer le brome contenu dans ces déchets, 99% du brome contenu dans ces déchets, pour encore une fois aller le donner à l'industrie chimique et pharmaceutique pour qu'ils puissent le réutiliser. Le brome régénéré qu'on produit, c'est à peu près 30% de gaz à effet de serre en moins que du brome vierge, qui est principalement aujourd'hui produit en Chine, au bord de la mer Noire et dans les grands lacs américains. Donc ça participe aussi à la souveraineté économique. Et c'est 3000 fois moins d'eau pour la production que du brome vierge. Et si aujourd'hui on est capable de le faire, encore une fois, c'est parce qu'on a ce cadre réglementaire qui est exigeant. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour moi, un cadre réglementaire ambitieux, il est aussi booster d'innovation. Un cadre réglementaire qui est exigeant et qui est prévisible dans le temps, pour les entreprises, il est un booster d'innovation. Je vais prendre l'exemple des batteries lithium. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs automobiles doivent aller vers des solutions de voitures électriques et donc aller vers des solutions de batteries lithium. Avec une réglementation qui est très claire sur le sujet. Il y a un règlement batterie qui vient d'être adopté au niveau européen et qui prévoit aussi des objectifs d'incorporation de lithium recyclé dans les nouvelles batteries. Et donc cette réglementation aujourd'hui, elle permet aux acteurs du secteur de pouvoir mettre en place des solutions innovantes pour aller recycler ce lithium qui est aujourd'hui contenu dans les batteries, plutôt que d'aller extraire du lithium à l'autre bout du monde dans des conditions sociales et environnementales qui sont parfois catastrophiques. Et pour moi, le risque, il n'est pas sur la réglementation, il est plutôt sur la dérégulation. Le vrai risque pour l'économie circulaire, il serait d'avoir une dérégulation où, comme on a pu avoir dans la loi Industrie verte, où cette loi est venue inscrire dans le Code de l'environnement que certains résidus de production des plateformes industrielles n'avaient plus le statut de déchet et donc pouvaient sortir complètement de la réglementation déchets, de la traçabilité qui est autour, y compris des déchets dangereux, enfin aujourd'hui des choses qui sont qualifiées de déchets dangereux, pour être valorisés dans des chaudières de combustion qui n'ont pas les mêmes règles que les incinérateurs de déchets dangereux, ou être remis dans des cycles de production mais sans avoir les exigences de qualité qui nous sont demandées, nous, en tant qu'opérateurs de la gestion des déchets. Et donc derrière, le risque, c'est d'avoir des matières qui soient de mauvaise qualité et de possiblement casser la confiance que les industriels pourraient avoir dans la qualité des matières recyclées qu'on va mettre sur le marché. Donc pour moi, aujourd'hui, le vrai risque, il est plutôt sur de la dérégulation. Merci. Peut-être pour apporter un regard qui va être légèrement plus global que sur l'industrie du recyclage, parce que je ne suis pas aussi expert que mes collègues. On se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été votées ces dernières années qui sont extrêmement ambitieuses, qui portent haut les valeurs de l'économie circulaire, les valeurs de la transition écologique, mais qui ont quelques défauts à mon sens. Le premier, c'est qu'ils se concentrent beaucoup sur le consommateur et sur la demande potentielle, et assez peu sur la construction d'une offre et la sécurisation des modèles économiques. On a fait l'affichage environnemental, on a fait l'indice de durabilité, etc. Et on ne s'est pas forcément posé la question de la réalité concrète sur le terrain du caractère rentable et concurrentiel finalement des solutions qu'on va qualifier de plus vertueuses face à une concurrence de la matière vierge, aux concurrences du produit neuf. Et ça, c'est un sujet qui est assez qui revient régulièrement dans les retours qu'on a.
c'est une réglementation aussi qui est finalement pleine de bonne volonté, mais qui est assez peu contraignante et finalement assez incantatoire. Je prends régulièrement l'exemple de l'article 58 de la loi AGEC, qui oblige les acheteurs publics des collectivités et de l'État à acheter un certain nombre de fournitures issues du recyclage, du réemploi, de la réutilisation, et donc qui est censé être un booster finalement de l'offre circulaire. Cette mesure-là, elle est entrée en vigueur, mais il ne se passe rien. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Je demande aux acheteurs que je rencontre si ils connaissent la mesure. Ils ne la connaissent pas déjà. Et en plus, ils n'ont pas forcément les moyens ou la volonté de l'appliquer. Donc, on est sur une mesure qui est assez illustrative, finalement, de la réalité de l'implantation de cette réglementation de l'économie circulaire, qui pose un véritable souci sur la sincérité finalement des lois qu'on vote et leur applicabilité, d'autant que on constate quand même que, en plus de la réglementation, les soutiens et les financements publics manquent de plus en plus pour faciliter le recours à la matière recyclée face à la concurrence de la matière vierge, comme l'évoquaient tout à l'heure mes collègues, et ça ne va pas forcément s'arranger. Le climat n'est pas forcément terrible pour les acteurs de l'économie circulaire, puisqu'on se rend compte dans le budget actuellement que l'ADEME est potentiellement, alors c'est pas encore voté, mais peut perdre près de 35% de son budget. On se rend compte que le fonds vert qui a été annoncé il y a 2 ans en grande pompe, aujourd'hui va être raboté très largement, de près de 1 milliard d'euros. La conséquence de tout ça, c'est que, mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure, il y a une véritable crise de la rentabilité à court terme pour les acteurs qui se lancent dans des offres d'économie circulaire, qui anticipent cette réglementation qui va se mettre en place et qui finalement se rendent compte que quand elle est en place, soit elle n'a pas un véritable effet escompté, soit en fait elle est même victime de l'inertie des pouvoirs publics. Je prends aussi un exemple qui est souvent illustratif. En 2020, on a voté dans la loi de financement de la sécurité sociale le remboursement des aides techniques médicales reconditionnées par la sécurité sociale, donc énorme gisement énorme gisement d'emplois non délocalisables, énorme gisement de produits réemployables, les aides techniques médicales, donc c'est les béquilles, etc. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont lancés, je pense notamment à Envie Autonomie, donc des acteurs de l'ESS, des acteurs de l'insertion, qui se sont lancés en anticipation de cette réglementation et qui finalement, aujourd'hui, tirent la langue et sont un peu en difficulté financière parce que il y a une sorte d'inertie dans la mise en place de cette réglementation qui pose un véritable souci. Donc j'apporte un regard un petit peu plus peut-être critique et global sur cet état des lieux, en tout cas de la réglementation dans notre pays. Il y avait juste un point sur lequel je voulais revenir, mais par rapport à ce que tu disais, Roland, sur la CSRD. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est des exercices de reporting qui sont assez lourds pour les entreprises. Mais derrière, il va y avoir des vrais impacts. Et là où c'est intéressant, c'est que ça oblige aussi les entreprises à faire des plans d'action, et notamment des plans d'amélioration sur les différents objectifs de la CSRD. Et donc ça oblige les entreprises à se poser la question, à moyen terme, quelle est ma stratégie pour améliorer mes différents indicateurs. Et derrière, c'est des choses qui sont publiques, qui vont être repris par les marchés financiers, par les investisseurs. Et donc ça va avoir, je pense, un vrai effet positif sur nos sujets d'économie circulaire, de décarbonation à moyen terme. Je veux bien réagir sur deux, trois petits points que j'ai entendus là. Bien sûr, avec lesquels je suis entièrement d'accord. Premièrement, sur la question, en fait, l'économie circulaire, si on ne tient pas compte, mais globalement, la transition écologique, si on ne tient pas compte du prix qu'on va devoir payer demain pour résoudre toutes les bêtises qu'on aura fait aujourd'hui, on met ça de côté, ça va nous coûter une blinde. C'est plus cher que l'économie linéaire. D'ailleurs, si ça n'était pas plus cher, on serait dans une économie déjà circulaire parce qu'il y aurait du marché. Pour répondre à cette différence de coût, en fait, de la bonne gestion de nos richesses environnementales, il y a 2 objets principaux. Le premier, c'est la réglementation. Si on est obligé de le faire, on le fait peu importe le prix. C'est un peu ce qu'a dit Benjamin Jules
en disant quand on en oblige à incorporer, c'est ce que fait la PPWR, la directive déchets, qui propose des taux d'incorporation. Si on l'oblige, on est obligé de le faire. Donc on crée un marché qui dissocie le marché du vierge par rapport au marché du recyclé, donc la réglementation. Et c'est valable dans ce qu'on voit ici, la loi AGEC qui impose des réglementations qui vont donc nous obliger à faire les choses mieux qu'on les faisait avant, même si c'est plus cher. Et ce qu'il faut à côté, c'est du financement. Si on n'a pas, à un moment donné, du financement pour que ça fonctionne, on restera dans un monde linéaire. Donc oui, il faut des financements publics. Oui, les budgets de l'ADEME vont baisser et ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'il faut du financement public. Mais on a aussi une question de relais par les filières à responsabilité élargie du producteur qui vont se voir imposer de plus en plus de réglementation et de soutien financier pour accompagner cette transition vers l'économie circulaire. Un autre petit point, j'ai appris récemment un truc qui est juste ahurissant et qui explique bien en fait la relation entre je veux bien y aller moi dans la soutenabilité de ma consommation, mais il faut qu'économiquement je m'y retrouve. On retrouve dans les bennes qui viennent collecter les textiles des vêtements Shine neufs et en quantité. Et pourquoi on retrouve des vêtements neufs en quantité? Parce qu'en fait, je ne suis pas complètement sûr de ma taille. Le truc qui coûte 2 €, ben, je vais en acheter 3 ou 4 et puis je prendrai celui qui me va, les autres ils vont directement à la benne. Économiquement, ça ne me coûte pas grand-chose. D'un point de vue écologique, c'est juste une absurdité qui montre à quel point la relation entre la consommation et la proportion à payer est complètement importante. Et je suis un tout petit peu plus mitigé sur le discours qui consiste à dire les réglementations s'imposent beaucoup plus aux consommateurs en réalité qu'aux industriels. Je reprends cet exemple de Shine et de la consommation, de la relation qu'on a avec la consommation avec nos textiles. Vous savez qu'il y a dans la loi Climat Résilience une expérimentation de l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, c'est un peu comme l'étiquette énergie. Peut-être qu'on aura demain la comparaison en poids absolu de l'impact environnemental de ma chemise par rapport à celle de mon voisin, ou quand je vais dans un magasin, je saurai la différence environnementale entre les deux. Ce ne sera qu'un objet parmi les critères d'achat, on est bien d'accord. Mais ça fonctionne comme l'étiquette énergie. En réalité, ce truc-là, ça s'adresse aux producteurs. Parce que si pour le même prix, la même fonctionnalité, j'ai deux objets, dont un qui est mauvais pour l'environnement et c'est inscrit, et l'autre qui est meilleur pour l'environnement, je vais acheter celui qui est bon. Et donc ça impose aux industriels de se renouveler. C'est exactement ce qui s'est passé sur l'étiquette énergie. Les consommateurs n'achetaient plus que du A, ce qui fait qu'on ne trouve plus d'appareils électroménagers en C et en D. On trouve du AAA parce qu'on n'a pas encore revu l'échelle, mais c'est bien les producteurs qui ont été incités par l'acte de consommation à évoluer dans leur mode de production. Et en fait, c'est très discriminant. C'est vraiment très discriminant. Si le consommateur n'en veut plus, parce qu'il a compris qu'il avait un impact environnemental, ben le producteur est obligé de s'adapter. Et puis, juste un tout petit point, parce que l'exemple que tu as cité sur Envie Autonomie et sur les aides techniques, il est quand même extrêmement frappant. La réglementation, on en a besoin pour les questions qu'on a évoquées, mais on a aussi besoin que ce soit une réglementation qui donne de la vision à long terme et qui donne une vision positive en fait. On sait où on doit se situer dans 5 ou 10 ans, donc on y va, c'est exactement l'exemple d'Envie Autonomie. On s'est dit qu'on pouvait développer l'économie sociale et solidaire en créant de la richesse à partir du réemploi des aides techniques. Ben, la réalité, c'est que si la volonté politique ne s'inscrit pas à un moment donné dans un acte réglementaire, eh ben, on a créé une filière qui va finir par s'effondrer. Et c'est ce qu'on risque sur Envie Autonomie et ce qu'on pourrait retrouver sur d'autres pans de l'économie dont la réglementation ne suit pas en réalité la législation. Voilà. Ce qui est un cas extrême hein, dans ce cas-là, mais ce qui est un cas. Et puis le dernier point, avant de vous laisser la parole, chers collègues, c'est que peut-être le monde du recyclage qui vient du monde de déchets pourrait se dire à un moment donné qu'il est aussi, mais ils le savent, mais ils n'inscrivent pas dans leur stratégie fondamentale peut-être, en fait, des producteurs de matière. Et quand on est producteur de matière, comme le sont les pétroliers, les gaziers, ils savent que les cours montent et les cours descendent. Et en fait, dans leur stratégie d'entreprise, parce que c'est leur gène, ils travaillent sur de la matière qui évolue dans le temps. Alors il y a quelques éléments conjoncturels, un peu dramatiques, quand le pétrole passe à 30 € le baril, là ça colle plus du tout. Mais la fluctuation des cours des matières premières, qui induit forcément la fluctuation de la rentabilité des industries du recyclage, je pense que ça doit être inscrit comme un élément véritablement structurel de la filière de recyclage et pas conjoncturel.
J'espère un jour que nous aurons la rentabilité totale. C'est plus facile pour absorber la fluctuation des prix. Non, sur ce sujet des politiques publiques, moi je pense qu'il faut quand même qu'on se félicite d'être en Union européenne. Parce que si on se replace, pour faire encore plus global que toi, si on se replace à l'échelle mondiale, on est quand même dans la zone géographique qui aujourd'hui tire l'économie circulaire et qui est le leader incontesté sur ce plan-là. Encore une fois, l'exemple des plastiques, qui est le cas le plus complexe. On a un taux d'utilisation des plastiques recyclés dans les productions européennes qui est quasiment le double de la moyenne mondiale. C'est pas un hasard. On a tout un cadre qui touche certes le consommateur, mais aussi le producteur de déchets, avec des obligations de tri qui s'imposent à tous, des obligations de respecter la hiérarchie des modes de traitement. Et puis on a tout un tas aussi d'innovations quand même réglementaires. Donc on a parlé des obligations de contenu recyclé. Donc les premières ont été expérimentées effectivement sur les batteries, maintenant sur les plastiques. Ça c'est quelque chose qui n'existe qu'en Europe. Et c'est ça qui tire. C'est l'un des leviers majeurs pour tirer la circularité. Après, on a aussi d'autres outils. On a parlé de la CSRD. Je pense qu'on pourrait aussi parler de la taxonomie, qui est un outil extrêmement puissant pour financer notre économie, non seulement l'industrie du recyclage, mais aussi tout ce qui va être circularité chez nos industriels consommateurs. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Oui, bien sûr, on peut aller plus loin. Je pense que le chantier de la demande en matière recyclée n'est pas clôturé, n'est pas fermé. Il y a effectivement un chantier d'offres à poursuivre, mais le chantier de la demande et susciter davantage de demandes est toujours d'actualité. Notamment sur les métaux. On a régulièrement des appels à fermer les frontières européennes sur les métaux. Aujourd'hui, l'industrie sidérurgique européenne n'est pas prête à intégrer tous les métaux à disposition en Europe. Il faut aussi travailler sur la demande européenne. Et puis, on a aussi, je pense, un lien encore à faire avec le climat. Roland nous a très bien parlé des difficultés à mesurer, à quantifier, à positionner les économies de CO2 associées à l'économie circulaire. Néanmoins, aujourd'hui, c'est sans doute l'un des leviers qui permettrait de sortir, on va dire, de la fluctuation des prix, c'est de mieux quantifier le gain CO2 que l'on a, qui est associé à nos MPR. Merci beaucoup Sophie, ça me permet de faire la transition avec la partie suivante. En tout cas, un des éléments que je retiens, c'est qu'on va vers du changement, que l'économie circulaire prend de plus en plus de place, surtout en Europe. On voit aussi un graphique avec l'augmentation des objectifs d'économie circulaire. Les objectifs aussi impliquent une mutation des métiers, une administration croissante des métiers aussi, avec de plus en plus de données et un besoin de fiabilisation des données, ne serait-ce qu'on en parlait ce matin avec les filières REP. En tout cas, on voit que les métiers du recyclage et l'industrie du recyclage est en développement, est en mouvement, se développe, et donc ça permet de faire la transition avec la partie suivante sur les perspectives et les propositions. Donc sur ce point, je laisse la parole à Hugo pour commencer. Alors oui, c'est vrai que l'INEC est un think tank, donc on a un certain nombre de propositions et de perspectives sur ce sujet-là à évoquer. Le premier qui est pour nous assez important en ce moment, c'est de mieux mobiliser les fonds européens. Mieux mobiliser la capacité de financement de l'Union européenne pour financer les investissements dans l'industrie du recyclage. Il y a une semaine, ici même, on discutait avec le ministre de l'Europe sur la manière de mieux mobiliser, de mieux affecter ces fonds à la transition. Il
il y a un vrai sujet d'accessibilité à ces fonds. Il y a une vraie difficulté, notamment sur l'articulation de ces fonds, la lourdeur administrative de leur mobilisation. Mais pour nous, s'il devait y avoir une proposition à faire aujourd'hui qui serait un peu décisive pour faciliter le financement et finalement une forme de rentabilité, de soutien à moyen terme des projets et du développement de l'économie circulaire et de l'industrie du recyclage, ce serait de mobiliser ces fonds à travers peut-être le déploiement d'un guichet unique, à travers aussi une meilleure coordination de ces fonds avec les stratégies régionales d'économie circulaire. Tout ça pour dire que, en fait, pour nous, l'Union européenne, l'Europe doit être finalement l'entité planificatrice par excellence, à la fois pour harmoniser la réglementation et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit juste avant sur la chance qu'on a d'être dans un marché unique, un marché moteur, un marché locomotive aujourd'hui, mais l'Europe doit encore aller plus loin dans la planification des ressources pour nous, la bonne allocation de ces ressources et finalement pour unifier les industries de l'économie circulaire et du recyclage, parce qu'on a un certain nombre de champions là-dessus. Je dis ça, pourquoi je dis ça ? Eh bien, l'INEC a fait une étude il y a quelques années maintenant sur les besoins en ressources de la décarbonation, et on se rend compte que l'industrie du recyclage, c'est pas une industrie comme les autres, c'est une industrie majeure en fait, pour nous permettre à la fois d'avoir un impact écologique important et réduire cet impact, l'impact de notre économie en matière écologique, et aussi d'avoir un impact sur la reprise en main de notre souveraineté. Je vous ai trouvé deux chiffres qui sont intéressants et qui sont issus de cette étude de l'INEC. Le premier, c'est que si on mobilise à fond les leviers du recyclage d'ici 2050, on va pouvoir, dans des secteurs aussi importants que l'électrification, la biomasse ou le BTP, réduire de près de 40% nos déchets en fin de vie. Donc c'est pas rien, c'est même gigantesque, et pour ça c'est important de se projeter, de tracer cette perspective-là. Et sur la partie un peu souveraineté économique, on disait en effet qu'on est très dépendant des imports aujourd'hui, et c'est une des principales difficultés de notre économie, de nos économies européennes. La mobilisation des leviers de réemploi, de réutilisation et de recyclage peut nous permettre de faire baisser notre dépendance aux métaux et aux imports de minerais de près de 76% d'ici 2050. C'est pas des chiffres lancés en l'air, c'est des choses qu'on a modélisées assez sérieusement dans les trois secteurs dont je vous ai parlé, donc l'électrification, la biomasse et le BTP, qui sont les trois secteurs moteurs, et qui tracent là aussi une perspective. Autre perspective intéressante, c'est celle de l'emploi, puisque en parallèle de tout ça, on a calculé que là aussi, l'industrie du recyclage pouvait multiplier par 10 le nombre d'emplois d'ici 2050 si on poussait ces curseurs-là au maximum. Si je devais donc évoquer les perspectives qui nous semblent les plus pertinentes là-dessus, je pense qu'il faut développer au maximum le soutien des pouvoirs publics locaux, nationaux et européens pour faire en sorte que la matière recyclée, même si en effet elle est plus chère, elles doivent être pouvoir être achetées. Il faut contraindre un peu plus les acteurs à acheter cette matière-là. Pourquoi ? Parce que finalement, il va falloir structurer une offre pour réduire notre dépendance aux imports, réduire aussi le sujet pénurique sur un certain nombre de ressources qui vont être fondamentales dans la transition écologique, sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas la main. Je pense à des terres rares assez précieuses, je pense au lithium, je pense au cobalt, je pense au nickel, etc., qui sont des industries sur lesquelles il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur en matière de recyclage pour reprendre la main tout simplement sur notre destin économique. Aujourd'hui, malheureusement, si on devait faire un constat, l'économie circulaire, elle recule un peu partout, et au niveau européen, au niveau français et au niveau mondial, puisque je crois qu'on est sur un taux de circularité au niveau mondial de l'économie qui est passé de 8,5 à 7,5 en un an ou deux. Donc voilà, on régresse et c'est malheureux.
Peut-être en perspective, comme on a la chance d'être dans l'Union européenne avec un cadre réglementaire exigeant, je pense que le développement de l'économie circulaire, il va aussi passer par l'échelle européenne. Et aujourd'hui, les vrais enjeux, c'est de développer un marché de l'économie circulaire et un marché des matières recyclées au niveau européen. Et pour ça, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier réglementaire dont on a déjà parlé sur des obligations d'incorporation de matières recyclées dans les produits. Je pense qu'il faut aussi que l'Union européenne se saisisse du sujet de fixer des critères au niveau européen sur des sorties du statut de déchets pour qu'au niveau européen, les déchets puissent devenir des produits et redevenir des produits et circuler librement au sein de l'Union européenne pour pouvoir être utilisés dans l'ensemble de l'industrie européenne. C'est un sujet pour moi qui est majeur. Alors, c'est dans la feuille de route de la nouvelle commissaire européenne dédiée à l'économie circulaire qui a été validée la semaine dernière par le Parlement européen. Donc on va avoir un acte à valeur législative au niveau européen sur ce sujet et c'est un des sujets qui va être dedans. Donc c'est un levier qui est, je pense, très important. Je pense qu'on a des sujets sur de la traçabilité. Il faut de la traçabilité sur les substances dangereuses, les substances préoccupantes qu'on peut retrouver dans les produits pour que quand ils deviennent déchets, on soit capable de les extraire pour les traiter dans les filières adaptées et pour que derrière on soit capable de recycler au maximum les matières qui peuvent être recyclées et qu'elles soient exemptes de toute contamination. Il y a une étude qui est sortie le mois dernier aux États-Unis. Ils ont étudié la composition des ustensiles de cuisine en plastique noir qui sont mis sur le marché aux États-Unis. 85% de ces ustensiles sont contaminés par des plastiques bromés. Au-delà des seuils des seuils POP qui sont fixés par la réglementation internationale. 85% qui du coup se retrouvent à être libérés dans les aliments au moment de la cuisson. Et si on veut éviter ça, si on veut avoir des matières recyclées de qualité qui donnent de la confiance à l'ensemble de la chaîne de valeur, il faut qu'on soit capable d'avoir cette traçabilité sur les produits qui sont mis dans des substances qui sont mises dans les produits. Je pense qu'il faut aussi plus de traçabilité sur l'ensemble des déchets pour éviter les pratiques illégales et les exports illégaux qui entraînent des fuites de matière vers l'étranger. C'est aussi un point important. Et puis, je pense qu'il faut que l'Union européenne sorte un petit peu de son angélisme et protège ses frontières. On a un premier pas qui a été fait avec la mise en place de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Et du coup, qui vient dire pour certains produits, on va regarder quelles sont leurs conditions de production et quel est leur impact carbone sur leur lieu de production. Et si leur impact carbone il est plus élevé que si ça avait été fait dans l'Union européenne, et qu'ils n'ont pas eu de taxe, on va les taxer. Et ben, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de produits qui soient concernés par cette taxe et puis qu'il y ait aussi le champ soit plus large. Il faut qu'on soit capable de dire si un produit il a été fait dans des conditions environnementales plus larges, pas que le carbone, qui sont moins disantes que ce qui est prévu dans l'Union européenne, que ces produits puissent être taxés. Que si c'est dans des conditions sociales qui sont moins disantes que ce qui est fait dans l'Union européenne, il faut que ça puisse être taxé. Il faut qu'on arrive à, d'une certaine manière, nous aussi, protéger notre économie européenne si on veut vraiment développer cette économie circulaire. Sur les perspectives, moi je vais totalement rebondir sur ce que vient de dire Benjamin. Pour moi, il y a deux grands enjeux à venir en termes de réglementation et plus globalement d'économie circulaire. C'est comment on transitionne vers une économie circulaire dans une économie ouverte, mondialisée. Donc, effectivement, la question des importations, de la compétitivité de l'industrie européenne est essentielle. Alors, c'est une question qu'on se pose bien au-delà de l'économie circulaire et de l'industrie du recyclage, mais elle est particulièrement importante pour nous aujourd'hui, puisqu'on a cette double concurrence certes des imports, mais aussi du vierge. Donc, nous, l'une de nos propositions, c'est vraiment d'être dans une approche d'équivalence. Il faut effectivement appliquer ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire que ce qui rentre au sein de l'Union européenne soit soumis aux mêmes standards environnementaux, sociaux que ceux auxquels sont soumis nos entreprises. Et en particulier, donc dans le cadre, là on est en plein dans le sujet, à
ça. On est en train de parler des plastiques, de comment on réglemente, on améliore la gestion, on évite la pollution plastique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le seul bloc mondial qui dispose d'obligation d'utilisation de matières plastiques recyclées dans un certain nombre d'applications. Donc actuellement, les emballages, on espère demain pour les véhicules automobiles. Concrètement, on doit pouvoir avoir soit une préférence pour les matières recyclées d'origine européenne, ou alors avoir une obligation équivalente dans les pays qui veulent exporter vers l'Union européenne des matières recyclées. Sinon, on se retrouve à avoir l'Union européenne comme seul marché pour l'ensemble des matières recyclées du monde entier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne va pas pouvoir absorber tous les plastiques recyclés de Chine, du Mercosur, des États-Unis. Accessoirement, aux États-Unis, on le voit bien, là se font énormément d'investissements, en partie pour répondre au marché européen. On marche quand même sur la tête. Deuxième grand enjeu à venir, Hugo en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est celui de la sécurisation des business models, des modèles d'affaires, et en particulier la propriété de la matière qui est au cœur des débats que peut avoir notre industrie avec les grandes filières de responsabilité élargie du producteur. Concrètement, c'est est-ce que les filières REP vont être un accélérateur ou un frein à l'économie circulaire? Est-ce qu'on envoie des financements vers l'économie circulaire, ou est-ce qu'au contraire, on se dit « oulala, tout cela coûte trop cher à l'économie linéaire et on va plutôt essayer de ramener des ressources vers les producteurs sans changer leur modèle d'affaires à eux ». Donc là, on a vraiment une réflexion globale à mener, et j'ai envie de dire c'est peut-être la limite de l'exercice de se retourner autant vers la réglementation, et c'est sans doute un réflexe très français de se retourner autant vers la réglementation. Est-ce qu'à un moment, le législateur, il doit dire aux acteurs économiques, écoutez, mettez-vous d'accord, apportez-moi un plan d'action industriel, et on valide tout ça dans un cadre réglementaire. Alors charge à nous de prendre nos responsabilités aussi et d'apporter des propositions. Je veux bien 3 petits points très rapides pour ne pas nous mettre en retard. Premièrement, rappelez quand même qu'on paye à la Commission européenne chaque année 1,5 milliard d'euros pour non atteindre des objectifs de recyclage plastique, des emballages plastiques. 1,5 milliard d'euros, c'est juste énorme. Et nous, on a fait un petit calcul amusant. On a un dispositif qui s'appelle ORMAT, Objectif Recyclage Matière, qui traite dans un secteur du plastique. Et on a regardé, quand on met 1 euro ADEME, combien on mobilise de gisements pour le détourner d'enfouissement et le mettre vers le recyclage. Et notre calcul, il arrive à ça. Quand on met 1 euro ADEME, il est rentabilisé en 4 mois par rapport à l'amende qu'on paye d'1,5 milliard. Dit autrement, quand on met 1 euro par an, à la fin de l'année, on a gagné 3 euros d'amende européenne. Ça, c'est juste un chiffre qui est énorme. Le deuxième point, c'est que pour des raisons un peu similaires, en fait, la décarbonation liée à l'économie circulaire n'est pas chère du tout. 1 euro qu'on met en argent public pour la décarbonation, mais on retombe sur notre question de scope 1, scope 2, scope 3. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la réglementation site, c'est la réglementation émission globale, est beaucoup moins cher, par exemple, qu'un réseau de chaleur. Sauf que le réseau de chaleur, il décarbone sur le site et il ne décarbone pas mondialement. Mais donc, c'est la question de la réglementation et de l'impact environnemental lié à l'argent public. Sur le champ de l'économie circulaire, c'est pas cher. Le troisième point, c'est sur les perspectives et propositions. En fait, dans bien des domaines, notre contexte normatif global est fondé sur notre connaissance du monde linéaire, du monde de la matière première vierge, mais pas fondé sur le monde circulaire et de la matière première qui a des qualités, des techniques, qui a des résistances mécaniques, qui a des couleurs et des impuretés, parfois qui sont celles de l'économie circulaire. Un exemple que je prends souvent, mais comme il a 10 ans, il n'est peut-être plus du tout d'actualité, et pardon si c'est le cas, mais c'est les marchés des éclisses de chemin de fer, des petits bouts de plastique en fait qui sont mis quelque part quand on construit un chemin de fer. Ça représente 0,05% du marché.
Mais la seule norme qui existe, c'est une norme qui est basée sur du plastique vierge. Et donc, SNCF l'achète régulièrement, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, sur une norme de plastique vierge. Et ça ne l'intéresse pas de faire l'extraction de son cahier des charges vers des normes plus nouvelles, parce que simplement, ça ne lui coûte pas très cher en fait en différence, même si les impacts environnementaux sont importants, et parce que la norme circulaire, comme dans plein de domaines de la transition écologique, la norme écologique n'est pas la norme d'un monde d'hier. Et sur ce sujet-là, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos interventions. Je suis navré, on n'aura pas le temps de faire une étape de questions parce qu'il faut laisser la place à mes collègues pour une autre conférence. Mais en tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup.